Howdy folks! Aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'état le plus demandé dans 50 States of Greatness. C'est le meilleur état de l'Union. Mais bon, je sais pas pourquoi j'essaie de construire le suspense, parce que vous avez tous vu la vignette, on va bien entendu parler du Texas. Cet état à lui tout seul est 20% plus grand que la France métropolitaine. Il s'agit de l'état le plus grand si l'on ne considère que les États-Unis continentales, c'est-à-dire en ignorant l'Alaska et Hawaï. Parce que oui, l'Alaska c'est juste immense, c'est presque un quart des États-Unis à lui tout seul. Mais ça, on en a déjà parlé. Le Texas est massif et est bordé à l'ouest par le Nouveau-Mexique, au nord par l'Oklahoma, à l'est par l'Arkansas et la Louisiane, et bien entendu au sud par le Mexique. Je me suis rendu au Texas la semaine dernière et j'ai documenté ce voyage sur la chaîne secondaire. Si vous voulez voir de près à quoi ressemble la vie au Texas, j'ai laissé un lien en description vers la vidéo. Vous pourrez y retrouver des visites d'endroits que je vais présenter ici. N'hésitez pas non plus à vous inscrire. Cette chaîne est en anglais, mais je travaille avec une équipe de traducteurs qui s'occupe de faire des sous-titres professionnels, à la fois en anglais et en français, toutes les vidéos de la chaîne secondaire. Vous êtes nombreux à me demander comment progresser en anglais pendant le confinement. Ma recommandation numéro 1 est de regarder du contenu en anglais, sous-titré anglais, pour lire ce que vous entendez et correctement associer les mots. Alors pourquoi ne pas commencer par Living the Dream ? Je crois que je digresse de ouf là, retournons au Texas. La capitale du Texas est Austin, avec 2,2 millions d'habitants, mais ce n'est pas la plus grande ville. Ce titre revient à Dallas et son univers impitoyable. Ah bon, avouez que vous vous attendiez à ce que je fasse la blague, non ? Dallas-Fort Worth est la plus grande métropole de l'État. Les deux villes, autrefois séparées par 50 km, se touchent maintenant, et ces deux villes sœurs glorifient la loi du plus fort avec leurs 7,5 millions d'habitants combinés. Ensuite, pas très loin, nous retrouvons l'agglomération de Houston avec 7 millions d'habitants, puis San Antonio avec 2,5 millions. Bon, et puis c'est gratuit, je vais vous mettre sur la carte d'autres métropoles plus petites, mais dont vous avez sans doute déjà entendu parler. McAllen à la frontière sud avec 860 000 habitants, El Paso au sud-ouest avec 840 000, Corpus Christi et Brownsville avec 420 000, et ensuite juste pour référence, nous avons Lubbock ici, Laredo à la frontière, Midland et Odessa là où il y a du pétrole, et Amarillo au nord. Vous avez aussi sans doute déjà entendu parler du siège de Waco dans les années 90. On aura l'occasion d'en reparler parce que vous savez que je manque pas une occasion de revenir sur un épisode où le gouvernement fédéral a vraiment déconné. Waco est ici, au sud de Dallas, avec 270 000 habitants. Au total, au dernier recensement en 2020, on comptait 29 300 000 fiers Texans habitant dans la patrie du dollar et du pétrole. Oui, je sais, c'est des blagues faciles. D'ailleurs, vous saviez que la série Dallas, dans sa version originale en anglais, n'avait pas de paroles lors du générique ? Et oui, c'était juste un générique instrumental. Je sais pas pourquoi, pour l'adaptation en France, les producteurs ont complètement craqué et se sont dit « Oh diable, malheureux celui qui n'a pas compris qu'un jour il y perdra la vie ». Comme Kennedy. Ok, maintenant c'est fini, c'est promis. Le Texas est un état très vaste. Comptez 14 heures de route et 1600 km pour conduire de El Paso jusqu'à la frontière avec la Louisiane. D'ailleurs, la région de El Paso est particulière, puisque bien que faisant partie du Texas, elle se trouve sur le fuseau horaire du Colorado et du Nouveau-Mexique. Oui, quand je vous dis que cet état est vraiment massif, en plus de perdre 14 heures sur la route, vous allez perdre 1 heure sur la montre. Pour un état plus grand que la France, vous imaginez bien qu'on y retrouve une géographie différente suivant où vous vous trouvez. Avant de visiter, je pensais que le Texas était un grand désert avec des tumbleweeds errant sur les routes brûlantes. J'étais surpris de constater que le Texas était beaucoup plus vert que ce que j'imaginais. D'ailleurs, on peut le voir sur des images satellites. On peut diviser l'État géographiquement en deux. Voici à quoi ressemble l'Est du Texas. C'est vert, non ? Et n'imaginez pas que c'est au sud que l'on retrouve le désert. Regardez maintenant San Antonio, c'est la métropole de plus d'1 million d'habitants la plus au sud du pays. Bien entendu, en explorant l'ouest vers El Paso, on retrouve nos paysages désertiques, avec les puits de pétrole que l'on s'attend à retrouver au pays des cowboys. On compte d'ailleurs presque 300 000 puits de pétrole au Texas. N'allez pas imaginer non plus qu'on aime y brûler des hydrocarbures pour le fun. L'État est également le premier État producteur d'éolien, et une grande partie des plaines du nord-ouest, en haute altitude, ont troqué leurs hectares inhabités pour des éoliennes à perte de vue. Regardez donc ces images que j'ai capturées en drone la semaine dernière.
Oui, il y a du vent, et le drone n'était pas à l'aise. Pour finir avec l'énergie, le Texas a la chance d'avoir son propre réseau électrique indépendant. Il existe en effet 3 réseaux électriques aux États-Unis, l'Est, l'Ouest et le Texas. Ce système a été mis en place lors de la Seconde Guerre mondiale afin que le Texas, au centre du pays, et donc moins vulnérable, soit complètement indépendant pour garantir l'effort de guerre. Cette indépendance persiste aujourd'hui, et inscrivez-vous sur la chaîne parce que je vous prépare un sujet, est-ce que le Texas pourrait être indépendant ? Et bien entendu, avoir son propre réseau d'énergie est une étape importante. Ce sont les Espagnols qui, des Européens, ont exploré la région en premier en 1528. On peut également nommer notre grand héros national René Robert Cavelier de La Salle, qui sera responsable de la création d'une colonie française en 1685, et celle-ci ne durera que 4 ans. À la fin du XVIIe siècle, les Espagnols sont inquiets de l'expansion française en Louisiane, et établissent des missions religieuses dans l'est du Texas. Ces missions avaient pour but de convertir les natifs au catholicisme, mais servaient surtout de village fortifié, centré sur une église. J'ai visité 3 missions dont la célèbre Alamo à San Antonio, et vous pourrez retrouver ça sur Living the Dream après cette vidéo. En 1803, vous le savez si vous êtes un habitué de la chaîne, les États-Unis rachètent la Louisiane à Napoléon, et en 1812, la Louisiane devient un État à part entière. Les États-Unis sont alors aux portes du Texas, alors toujours sous le contrôle espagnol. Ce sera cependant pour une courte durée, puisqu'en 1821, le Mexique avec le Texas prendra son indépendance de l'Espagne. Il faut imaginer qu'à l'époque, le Texas est encore très faiblement colonisé, et à part quelques missions mexicaines et la présence américaine en Louisiane, il n'y a pas grand-chose dans cette partie de l'Amérique. Il n'y avait pas de recensement sérieux à l'époque, mais on estime qu'en 1825, il n'y avait que 3500 Texans. Oui, en 1825, pendant que Jacques-Louis David, le grand peintre qui nous a donné des tableaux bien stylés, mourait, il n'y avait qu'une présence coloniale très faible au Texas. On peut dire que c'était vraiment le Far West. Bref, à ce moment-là, ces quelques milliers de colons se font un peu bisuter par des tribus amérindiennes hostiles, et afin de renforcer la présence d'Européens dans la région, le gouvernement mexicain laisse immigrer librement les Américains vers les plaines de l'est du Texas. On peut dire que c'était une tentative de grand remplacement, mais à la façon de l'arroseur arrosé, ce sont les Mexicains qui se sont fait grand remplacer. Puisque les Américains devenus majoritaires défient maintenant ouvertement l'autorité mexicaine, qui n'arrive plus à maintenir le contrôle du Texas. En 1835, les Texans se révoltent lors de la bataille de Gonzales, et suite à cette victoire, constituent un gouvernement provisoire. Le président mexicain, Antonio López de Santa Anna, lève alors une armée pour mater la révolte lui-même. Les Mexicains, Santa Anna en tête, oui, avouez que c'est quand même un peu perdu cette histoire de président qui dirige physiquement une armée au combat. Maintenant, ce sont des pleutres qui se planquent dans un palais. Bref, les Mexicains, Santa Anna en tête, arrivent à San Antonio en février 1836 et commencent le siège de l'Alamo, une mission que les révolutionnaires texans ont transformée en fort. À l'issue de 12 jours de siège, les Texans se font torcher par les Chicanos et sont obligés de battre en retraite, mais non sans combattre héroïquement, puisqu'à 1 contre 9, les Texans ont quand même réussi à tuer 2 à 3 fois plus que leur nombre. Les estimations ne sont pas précises, donc vous m'excuserez de l'approximation. Après plusieurs semaines, l'armée texane, commandée par Sam Houston, contre-attaque. Et lors de la bataille de San Jacinto, bref, il capture le président mexicain Santa Anna et le force à signer un traité de paix. Le Texas devient alors en 1836 une république indépendante. Ayant été son propre gouvernement autonome, le Texas, grâce à l'étoile sur son drapeau, est aujourd'hui toujours surnommé le Lone Star State, l'État à l'étoile solitaire. Dès son indépendance, le Texas essaye de devenir un État américain. Après tout, il est majoritairement peuplé d'Américains venus de Louisiane. Mais Washington voit d'un mauvais œil l'entrée dans l'Union d'un nouvel État esclavagiste. Il faudra attendre 1845 pour que le Texas devienne officiellement le 28e État américain, et en 1850, ses frontières seront ravisées à la baisse, celles que l'on connaît aujourd'hui. Durant la guerre civile, le Texas démocrate esclavagiste sera bien entendu du côté du Sud confédéré. Bien qu'étant bien éloigné des combats, le Texas a fortement aidé la Confédération en hommes et en équipement. Sam Houston, notre commandant qui avait amené le Texas à l'indépendance, était gouverneur en 1861 lorsque Lincoln accède au pouvoir.
Il était unioniste dans un État confédéré. Autant vous dire, Houston, on a un problème. Après avoir refusé de prêter allégeance à la Confédération, il fut destitué de son rôle de gouverneur. En 1865, à la fin de la guerre, l'Union débarqua à Galveston, une île au large de Houston, histoire de bien montrer à tout le monde que cette histoire d'esclavage était terminée. Étant l'État le plus éloigné de Washington à l'époque, le Texas fut le dernier à recevoir la proclamation d'émancipation mettant fin à l'esclavage le 19 juin 1865. Ce jour est appelé Juneteenth et est reconnu comme un jour férié au Texas depuis 1980. L'histoire du Texas est récente, mais très riche. Aujourd'hui, on parle des 6 drapeaux du Texas pour décrire les 6 nations qui ont contrôlé tout ou partie du territoire depuis la colonisation de l'Amérique. L'Espagne, la France, le Mexique, la République du Texas, la Confédération et bien sûr encore aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique. 6 drapeaux, Six Flags en anglais, dont vous avez peut-être entendu parler étant de passage aux États-Unis, puisque c'est aussi le nom d'une chaîne de parcs de loisirs lancée au Texas en 1961. Si vous êtes de passage au Texas, j'espère que vous avez quelques mois devant vous, parce que vous allez être gâtés de choses à visiter. Vous pourrez bien entendu commencer par visiter les villes. D'abord Dallas, cette grande métropole où vous pourrez voir le mémorial de John Kennedy, assassiné à Dealey Plaza en 1963. Puis, en route vers le sud, vous retrouverez Austin, la capitale, avec son Capitole plus haut que celui de Washington DC. Personnellement, je le trouve magnifique, avec sa pierre rose native de la région du nord-ouest d'Austin. D'ailleurs, pour la petite histoire, la pierre a été donnée gratuitement à l'État par le propriétaire de la carrière. À Austin, vous retrouverez le mont Bonnell. Quoi, une montagne au milieu du Texas? Oui, bon, elle fait 250 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est pas l'Himalaya. Mais si vous y allez, vous aurez l'occasion d'avoir une bonne vue de haut avec beaucoup de chemins de randonnée. Cette région, à l'ouest d'Austin et de San Antonio, s'appelle le Hill Country. C'est une région avec relativement beaucoup de relief et très boisée. C'est d'ailleurs là que je vais poser le nid The American Dream d'ici quelques mois. Ça se voit que je vais vous faire inscrire à Living the Dream là? À environ 1 heure au sud d'Austin, vous avez San Antonio. Vous pourrez y visiter les missions, ainsi que la plus célèbre d'entre elles, l'Alamo. À San Antonio, justement, vous avez le Riverwalk, un canal artificiel en centre-ville construit en dessous du niveau des routes, où vous pourrez profiter d'une margarita en terrasse à l'abri du bruit des voitures. Enfin, pour finir avec les grandes villes texanes, rendez-vous à Houston, qui n'est pas très loin du golfe du Mexique si vous voulez aller piquer une tête. Mais surtout, vous aurez l'occasion d'aller y visiter le Johnson Space Center, le fameux centre de la NASA à Houston. J'y suis allé 2 fois, et les visites en bus vont vous emmener dans des bâtiments encore en cours d'utilisation par la NASA. Vous avez sans doute déjà vu cette salle de contrôle de la Station Spatiale Internationale, non? Eh bien, vous pourrez la voir en vrai. Derrière une vitre, certes, mais en vrai. Allez, on clôture avec les villes. On n'est quand même pas venu au Texas pour faire les City Boys. À côté d'Austin se trouve le Hamilton Pool, une chute d'eau surréaliste qui se passe de description. Regardez-moi ces images. Si c'est plutôt la géologie qui vous intéresse, sachez que du côté du Hill Country se trouvent de nombreuses cavernes. Les visites vont du simple circuit touristique aux options pour les aventuriers où l'on vous équipera d'un casque et de genouillères. À Waco se trouve le cimetière de Mammouth. Oui, vraiment. Enfin, il s'agit plutôt d'un site de fouilles, et vous pourrez vous approcher de vraiment très près de ces squelettes incroyablement bien préservés. Pour continuer dans l'ambiance Jurassic Park, vous retrouverez non loin le Dinosaur Valley State Park, où il est possible de voir de vraies traces de dinosaures. Pour continuer avec les animaux, cette fois-ci d'une taille plus raisonnable, allez donc visiter un ranch. Vous y trouverez sans doute des longhorns, littéralement des longues cornes. Ces vaches, importées d'Espagne par les premiers colons et dont les cornes semblent bien s'acclimater au Texas, puisque la plus grande jamais mesurée avait une envergure de presque 3,30 m. Si vous êtes un peu trop dépaysé avec tout ça, vous pourrez retourner à Paris, mais au Texas. Cette ville, à la frontière avec l'Oklahoma, porte bien son nom, puisqu'en 1993, la ville y a fait construire une tour Eiffel du pauvre de 20 mètres de haut. Mais bon, Texas oblige, vous trouverez un chapeau de cow-boy au sommet. En parlant de sommet, le toit du Texas se trouve à Guadalupe Peak, à l'est d'El Paso, avec 2667 mètres d'altitude. Il y a plein de choses à voir au Texas. Fan de Retour vers le futur?
Allez donc voir le Muséum DeLorean à côté de Houston. Perdu du côté d'Amarillo? Vous pourrez vous tenir là où Tom Hanks se trouve à la fin du film Seul au monde à demander son chemin. Besoin de faire le plein dans l'est du Texas? Allez donc dans une station Buc-ee's, grande comme un hypermarché avec plus de 200 pompes qui vous confirmeront l'adage bien connu « Tout est toujours plus grand au Texas ». Bien entendu, question nourriture, ce sera barbecue obligatoire, avec petite touche mexicaine au fur et à mesure que vous vous approcherez de la frontière sud. Bref, je pense que vous comprenez. Il y a de quoi faire des tonnes de vidéos à propos du Texas. Et si vous voulez me voir explorer un endroit en particulier, retrouvez en description la carte The American Dream. Je vais devoir conduire entre Denver et San Antonio, en traversant au passage une bonne partie du Texas, pendant les prochains mois. Je vous propose d'ajouter vos propres suggestions d'endroits à visiter dans les commentaires. Si c'est pas trop loin de la route, j'y passerai et on en reparlera sur la chaîne secondaire Living the Dream. Alors, à vos suggestions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Beaucoup de pression de s'occuper de l'état le plus demandé par les abonnés. J'espère ne pas vous avoir déçu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Chuck Norris, Texas Rangers, Rodeo, Cowboys. Mais on pouvait pas tout décrire, alors je vous promets qu'on en refera une autre. Likez la vidéo pour aider la chaîne sur YouTube. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.